Bienvenue dans 10 raisons d'espérer, le nouveau podcast de l'Institut catholique de Paris. Merci de vous installer. À l'occasion de ses 150 ans, l'ICP tend son micro à ceux qui agissent au quotidien pour faire bouger les lignes. Et à travers l'exemple, Dans chaque épisode, un enseignant-chercheur de l'ICP rencontre un porteur de projet engagé et inspirant. donc la question sous-jacente. Ensemble, ils échangent sur leurs actions pour redessiner l'avenir du monde. Les agriculteurs sont à Paris. On est au bout. Aujourd'hui, l'agriculture fait face à une équation de plus en plus difficile. Produire davantage avec moins de ressources. Nourrir une population croissante sans épuiser les sols. Et permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail dans un système économique sous tension. Je survis, on va dire. Je vis pas, je survis. Alors, comment produire autrement ? Pour en parler, deux regards complémentaires. Celui d'un enseignant-chercheur engagé, Bonjour, je m'appelle Benoît Sibyl, je suis maître de conférence en philosophie à l'Institut catholique de Paris et je travaille sur les questions d'écologie. et celui d'un spécialiste de la transition agricole et alimentaire. Bonjour, je suis Louis Barrault. Je fais du conseil sur les sujets de transition agricole et alimentaire à mon compte avec ma société qui s'appelle De La Rocca Régénération. Je suis un ancien élève de l'Institut catholique de Paris. Il y a un certain nombre de phénomènes qui sont enclenchés et sur lesquels on ne reviendra pas. Le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité. Donc c'est-à-dire que même notre agriculture idéale qu'on va décrire dans quelques instants, il faut la penser dans ces conditions-là, que sont celles de, même si on arrête les émissions de carbone du jour au lendemain, en fait, on est dans une situation d'effondrement. Et ça, on ne changera pas. Et donc c'est là-dedans qu'il faut trouver de l'espoir. Pour beaucoup, le constat est identique. Des sols qui s'appauvrissent, des agriculteurs en difficulté et une alimentation parfois de plus en plus déconnectée de ceux qui la produisent. Le système est à bout de souffle. Oui, ça me semble assez clair qu'il est à bout de souffle, autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue social. C'est-à-dire que d'un point de vue écologique, on a produit des terres qui sont aujourd'hui stériles, qui ne peuvent plus donner vie. On produit, par exemple, on cultive des céréales dans la Beauce qui ne sont même plus capables de mycorhizer, c'est-à-dire d'échanger simplement leur glucose contre les minerais de la terre, et parce que simplement on a une terre qui est morte, et donc on est obligé de lui apporter des intrants de synthèse, par exemple. Et puis de l'autre côté, on a aussi un milieu agricole qui souffre socialement, c'est-à-dire avec une précarité d'agriculteurs, un modèle agricole en difficulté, et puis, troisième dimension, le résultat du côté alimentaire, c'est-à-dire on est dans une société qui à la fois gaspille énormément, en même temps ne satisfait pas les besoins alimentaires en termes de quantité et de qualité des personnes, et en particulier des plus précaires. J'essaye d'être positif dans la vision des choses parce que c'est vrai que le monde agricole souffre beaucoup d'images négatives, de remarques, etc. Et je dirais que techniquement, on sait faire aujourd'hui de l'agroécologie, de l'agriculture de régénération des sols, que ce soit sur grande culture ou sur petite surface en maraîchage. Et globalement, en France, on a plutôt une bonne agriculture en termes d'impact. Alors, elle n'est pas du tout parfaite, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et là, je partage aussi le constat qu'il y a une vraie réflexion sur la finalité de ce qu'on fait. Donc, par exemple, si on fait du blé dans la Beauce, à quoi va-t-il servir ? Est-ce qu'il va servir à nourrir vraiment des communautés alimentaires avec les bons niveaux de nutriments ? Ou est-ce que ça va servir, on va dire, à faire un paquet de biscuits trop gras, trop sucrés qui va participer aux maladies de civilisation ? Derrière les champs, les tracteurs et les exploitations agricoles, c'est surtout un système devenu extrêmement complexe qui se dessine. Moi, j'habite en Bourgogne, dans une région de bocage et de petite polyculture élevage. Et donc, évidemment, mon voisin qui a 20 vaches, c'est des toutes petites parcelles, c'est de l'agriculture dite familiale. Mais il reste que cette personne est prise dans des filières qui sont immenses. Et cette personne n'a pas le choix sur ce qu'elle plante dans ses champs, n'a pas le choix sur la manière dont elle va élever ses vaches.
Quand on parle d'agro-industrie, on ne désigne pas simplement des énormes fermes immenses ou des énormes parcelles, on désigne un système qui a dépossédé complètement l'ensemble de ses acteurs de leur marge de manœuvre pour produire, pour satisfaire les besoins de l'industrie alimentaire. Et qui sont, comme Louis vient de le dire, des besoins en biscuits saturés en sucre et en gras. Toutes ces choses qu'on nous vend en nous ajoutant une petite note en bas qui dit « mangez, bougez, mangez 5 fruits et légumes par jour ». C'est-à-dire que c'est fascinant quand on prend le métro de voir toutes les pubs pour des choses dégoûtantes d'un point de vue pour notre santé, mais on s'excuse en disant « mais pensez bien à faire du sport ». Face à ce constat, certains choisissent pourtant d'expérimenter d'autres pratiques. Et depuis plusieurs années, des réseaux agricoles se structurent autour de nouvelles manières de produire. Il y a une vraie révolution agronomique en cours depuis 30-40 ans qui s'appelle l'agroécologie, qui peut s'appeler la permaculture, l'agriculture de régénération, etc., où c'est pas faire comme dans le passé, mais c'est faire avec des exemples qui fonctionnaient dans le passé. Par exemple, les haies, qu'on a totalement détruit et qui est un vrai génocide végétal de l'après-guerre, mais qui fait aussi avec des connaissances qu'on n'avait pas jusqu'alors, qui est la connaissance des sols, de la microbiologie, etc., où on se rend compte qu'on peut faire de l'agriculture, quelle que soit la pratique, la surface, etc., en étant beaucoup plus économe en intrants, que ce soit en essence, en engrais, en urée. Alors qu'à la révolution agronomique et la transition agronomique en cours, on se rend compte qu'on peut faire une agriculture finalement assez sobre en intrants, qui régénère les sols, qui régénère les paysages et qui en même temps produit beaucoup de biomasse. Ça pour moi c'est vraiment aussi la clé, mais qu'on soit dans des filières extrêmement longues pour faire de la céréale qui finit en brioche, comme le maraîcher du coin qui va faire du maraîchage sol vivant sur 2 hectares et faire vivre une communauté alimentaire. Il s'agit de transformer réellement nos rapports au monde. Et pour transformer réellement nos rapports au monde, il faut penser la question politique. Et donc pas simplement quelle technique agricole on va utiliser, mais comment est-ce qu'on décide des techniques agricoles, qui décide. Car au fond, derrière les questions agricoles, c'est aussi notre rapport au vivant qui est interrogé. Et parfois, le déclic vient directement du terrain. Une fois, j'étais en formation en Normandie avec donc des groupes d'agriculteurs, donc forcément qui venaient pour travailler sur leurs pratiques agroécologiques, changer leurs itinéraires techniques, etc. Et il y avait un paysan qui était proche de la retraite, plutôt dans des filières type coopérative, céréales, etc. Et il avait eu le déclic, notamment grâce, parce que ça il faut le dire, que depuis une dizaine d'années, il y a eu une libération du savoir de l'agroécologie, notamment par des chaînes YouTube, de la diffusion du savoir très large. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui je fais une petite vidéo de quelques minutes pour faire suite à la vidéo que j'ai faite sur la préparation du sol pour le futur maïs. Donc en fait l'agriculteur s'est réapproprié en fait les bases de connaissance du sol par la vidéo, des podcasts, etc. Et donc cet agriculteur venait en formation avec l'envie de faire tout ce qui était en son pouvoir avant sa retraite dans 4 ou 5 ans pour faire en sorte que ses sols, donc son capital de production, soit au maximum régénéré avant de pouvoir transmettre sa ferme. Cette transformation ne passe pas uniquement par les techniques agricoles. Il y a aussi quelque chose de plus intime. Une manière différente d'habiter un territoire et de créer du lien. Je viens d'une famille nombreuse. Je me souviens la corvée que c'était pour ma mère de faire les courses au supermarché une fois par semaine pour faire le plein pour toute la famille. J'ai une famille nombreuse avec mes propres enfants. Et le vendredi matin, l'école est à 8h30 et on va au marché. Je vais au marché avec mes enfants. Ils petit déjeunent au marché, à la boulangerie à côté du marché. Et on fait le marché entre 7h30 et 8h30. Et c'est le meilleur moment de la semaine pour mes enfants. Hier matin, jour de la rentrée, en Bourgogne, mon dernier, 4 ans, me dit « Papa, c'est aujourd'hui qu'on va au marché avant l'école ?» Je dis « Non, c'est pas aujourd'hui, c'est vendredi. » Oh non ! Voilà. Et en fait,
Parce que c'est pas simplement que au marché, je vais avoir des produits qui sont meilleurs pour ma santé, etc. Quand je me mets à table, eh bien, je sais que la viande vient de Florence, je sais que les légumes viennent de Nadine, je sais que le fromage vient de Jean-Pierre. Et en fait, c'est tous ces visages et tous ces paysages. Et en fait, c'est tout ça qu'on perd dans l'agro-industrie. C'est-à-dire que c'est pas simplement des nutriments, de la santé, etc. Mais c'est une expérience du monde. On est dans des... je trouve dans des changements de vision de l'écologie, même dans le monde de l'agriculture, qui sont nécessaires et en même temps en cours, quoi. Alors oui, les défis restent immenses. Le changement climatique est déjà là, et personne ne prétend qu'il suffira de quelques ajustements pour tout résoudre. Mais partout, des agriculteurs expérimentent de nouvelles pratiques. Des citoyens repensent leur manière de consommer. Et de nouveaux modèles commencent à émerger. Peut-être que l'espoir se trouve justement là, dans cette capacité à recréer du lien entre la terre, ceux qui la cultivent et ceux qu'elle nourrit. Rendez-vous dans le prochain épisode pour de nouvelles rencontres et de nouvelles raisons d'espérer.